Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 18 janvier 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc ce matin, nous avons quelques turbulences sur les marchés, encore une fois à cause de la hausse des rendements obligataires, mais aussi celle du pétrole. On assiste toujours en fait à une rotation sectorielle. Donc globalement, ce matin, on a quand même chuté de plus de 1%, quasiment 2% pour l'indice allemand. Les investisseurs, en fait, jouant toujours la prudence sur fond de remontée marquée des rendements obligataires et aussi des cours du pétrole. Donc, encore une fois, une rotation sectorielle s'opère vers les valeurs dites value et notamment les valeurs de l'énergie. Donc là, Wall Street était fermé hier, comme vous le savez, après un long week-end de 3 jours pour le Martin Luther King's Days. Donc, on a quand même une grosse baisse sur les contrats futurs, notamment sur le Nasdaq pardon, qui lâche quasiment 2%. Forcément, très corrélé au rendement, à la hausse en tout cas des rendements obligataires. Les marchés attendent aujourd'hui, comme vous le savez, la suite des publications des résultats dans le secteur bancaire américain. Donc Goldman Sachs doit publier les siens avant l'ouverture des marchés et d'autre part, les décisions que prendra la Réserve fédérale la semaine prochaine. Maintenant, les rendements des emprunts d'État américains sont quand même en nette hausse sur les marchés asiatiques, à une semaine justement de la réunion monétaire de la Fed, et certains investisseurs n'excluant pas que la Banque centrale américaine accélère encore justement la réduction de ses achats de titres sur les marchés avant d'entamer le fameux relèvement de ces taux à partir du mois de mars. Donc, ce regain d'incertitude quant à l'évolution de la stratégie de la Fed influence surtout les marchés obligataires, ce qui se traduit par quand même une nette remontée des rendements ce matin, puisque on fera surtout le point dans la partie macro, mais celui des bons du Trésor américain à 2 ans a atteint son plus haut niveau quand même depuis février 2020, avant la crise du coronavirus, et le 10 ans évolue à plus de 1,83%, et son équivalent allemand a de nouveau frôlé les zéros. Donc là, pareil, on remonte quand même sur des niveaux qu'on n'avait pas atteints depuis février 2020. Et encore une fois, on constate une quantification de la courbe des taux, ce qui explique euh, la prudence, notamment sur les valeurs technologiques. De son côté, la Banque du Japon, elle, a revu en légère hausse sa prévision d'inflation tout en réaffirmant son intention de maintenir une politique ultra accommodante. Un peu comme la Chine l'a fait hier, en abaissant ses taux et en indiquant que si les États, en tout cas si les autres banques centrales augmentaient de manière un peu trop agressive leurs taux, eh bien cela pourrait pénaliser la reprise mondiale. Parallèlement, encore une fois, eh bien, la hausse du pétrole se poursuit. On atteint un gros niveau. On avait en place un plan de trading depuis pas mal de temps sur le Brent, alimenté en fait toujours par l'actualité géopolitique, ce qui risque une nouvelle fois en fait de nourrir les inquiétudes liées à l'inflation. Donc là, on arrive quand même sur une belle zone, mais à mon avis, sur le Brent, on est quand même bien orienté pour aller chercher les 90 $. Là, actuellement, on évolue au plus haut depuis octobre 2014. Pareil, un niveau qu'on n'avait pas atteint depuis 7 ans quasiment. Euh, et maintenant, à mon avis, comme je vous le disais, on a un gros niveau au-dessus de la tête, vers les 90 $. Et si on franchit ce niveau, on pourrait encore une nouvelle fois accélérer et pourquoi pas aller chercher le seuil symbolique des 100 $. Donc, côté macro, ici, vous avez un graphique qui représente les taux US à 10 ans, en tout cas les rendements réels à 10 ans inversés par rapport
au compartiment stock 600 de la tech. Donc, en Europe, on a un peu notre S&P 500 à nous, c'est l'Eurostock 600 et il se décompose avec plusieurs secteurs. Et ici, nous avons donc le stock 600. Et encore une fois, la hausse des rendements réels met sous pression les valorisations des valeurs technologiques européennes. Effectivement, la semaine dernière, on a eu d'énormes plongeons sur certaines valeurs, malgré des résultats extrêmement encourageants, et les investisseurs ont pris leurs bénéfices, estimant que la valorisation élevée des valeurs technologiques européennes sont sous pression, car, encore une fois, les investisseurs se tournent vers les actions de valeur avec la perspective d'une hausse des taux à l'horizon. Donc les marchés, comme vous le savez, sont dans l'anticipation et forcément la hausse des taux, notamment 3 voire 4 hausses de taux, forcément fragilise le compartiment technologique. Et ici, on voit très clairement que les cours évoluent en tandem. En tout cas, là, c'est l'évolution du 10 ans inversé, donc il est en territoire négatif. Lorsque nous avons donc une hausse des rendements obligataires, on constate très clairement que le compartiment stock 600 subit des dégagements, voire même des prises de bénéfices. Donc là, on est un peu dans un énorme range actuellement. Et si on venait un peu à casser ce gros niveau de support sur lequel on évolue, on pourrait avoir une chute un peu plus profonde. Et rappelez-vous, on a vu le même scénario en 2021. Ici, on avait eu une quantification de la courbe des taux à partir du premier, voire début du deuxième trimestre 2021. Et encore une fois, le secteur technologique avait subi des dégagements et des prises de bénéfices. Bon, au final, derrière, l'indice Nasdaq s'était quand même bien repris, avait terminé l'année en beauté. Mais je le redis encore une fois, je ne pense pas que l'année 2022 soit l'année du Nasdaq. Au contraire, on va avoir, à mon avis, des phénix qui vont renaître de leurs cendres, des valeurs complètement délaissées, survendues par les investisseurs à cause de la crise liée au Covid-19. Et la reprise post-Covid devrait justement doper ces valeurs-là au détriment des valeurs technologiques. Donc, encore une fois, certaines valeurs vont sortir leur épingle, en tout cas tirer leur épingle du jeu dans les techs, sûrement encore une fois les gros bulldozers, mais on risque d'avoir vraiment une année 2022 pour ce compartiment vraiment compliqué, avec des soubresauts et des valeurs vraiment sous pression. Et quand je vois les dégagements qu'on a eu en Europe sur certaines valeurs qui ont quand même lâché depuis le début de l'année entre 20 et 25%, je me dis que si le Nasdaq qui commence à tousser devrait s'enrhumer un peu plus, on pourrait avoir une correction vraiment plus profonde. Donc encore une fois, faites une sélection drastique des titres et surtout ne mettez pas de côté la puissante rotation sectorielle qui est en train de s'opérer sur les marchés. Et donc justement ici, nous avons un calendrier concernant la saison des résultats. Donc je vous ai présenté ce calendrier hier avec les valeurs à venir cette semaine, notamment Netflix, qui était l'une des premières valeurs technologiques à publier ses résultats. Donc encore une fois, ça va permettre de donner de la visibilité au marché et savoir si ce Nasdaq parvient à se stabiliser ou au contraire déclenche un flux baissier correctif assez violent dans les séances à venir. Donc là, focus vraiment à partir de la semaine prochaine et la semaine d'après, étant donné qu'on aura pas mal de valeurs technologiques, donc il est incomplet ce calendrier. Bien évidemment, il y aura plus de valeurs. Ici, je sais que le 3 février, par exemple, on a Amazon qui doit publier ses résultats. Donc, elle n'est pas citée dans ce calendrier, mais ça vous donne une vision globale des semaines à venir. Donc, prochain catalyseur, ce sera forcément la réunion de la Réserve fédérale, mais aussi la publication à venir des résultats. Et vous voyez qu'on a quand même pas mal d'entreprises du Dow Jones
qui vont publier, et du Nasdaq, hein, je pense Microsoft est dans le Dow Jones, aussi dans le Nasdaq, IBM dans le Dow Jones, Johnson & Johnson et 3M dans le Dow Jones, Verizon dans le Dow Jones, Tesla de la tech, Intel de la tech, ATT Dow Jones, Boeing Dow Jones, Apple Nasdaq et Dow Jones, Visa c'est du Nasdaq et du Dow Jones, McDonald's du Dow Jones et Caterpillar du Dow Jones. Donc là, très clairement, la semaine prochaine assez chargée. La semaine d'après aussi, on aura Facebook et Alphabet. Mais en gros, voilà les sociétés qu'il va falloir surveiller, voir comment les marchés et les investisseurs américains réagissent, car en Europe, malgré de bons résultats de la part de certaines valeurs technologiques, eh bien, les opérateurs ont préféré vendre ces valeurs. Donc, vont-ils reproduire le même schéma? Et si c'est le cas, eh bien, on pourrait avoir une correction encore plus profonde et donc toujours rester focalisé sur les valeurs dites value comme Caterpillar justement, les valeurs de l'énergie, 3M, ces valeurs-là et revenir un peu plus tard lorsqu'on aura une stabilisation de l'indice ou des valeurs sur l'indice Nasdaq. Côté graphique, bon, on tangue un peu sur notre indice national, mais ça tient. Comme je vous le disais, c'est ce fameux range-là qu'il faudra surveiller cette semaine. Peut-être que certains ont tenté des achats sur la bande basse ce matin. Pour moi, c'est une zone de neutralité. Ici, honnêtement, on a un range, une zone de neutralité. Vendeur, si on casse les 7100. Acheteur, si on break les 7250. Et entre ces deux niveaux, notre milieu de range correspond comme par hasard au précédent sommet. Et donc ici, zone d'hésitation, de neutralité. Et donc, pour celles et ceux qui sont à l'aise, phase de trading range. Ping-pong entre les deux bords. Achat en bas, vente en haut. Pour les autres, il faudra attendre la rupture d'une des deux bornes qui devrait soit prolonger le flux baissier, soit au contraire potentiellement déclencher un double creux et ainsi aller chercher en TP1 le comblement du gap ici et en TP2 la fameuse zone à 7500 points. Maintenant, en données daily, bon, hier on avait les investisseurs américains qui étaient absents, donc on s'est offert le luxe de reconquérir un peu cette résistance. Finalement, on est retombé en dessous, mais on est dans un range. Vous voyez, prisonnier entre Tenkan Kijun. Si on casse, pour moi, TP1, bon, après, ça laisse pas, ça fait vraiment un trade plutôt intraday, mais TP1, forcément, c'est d'aller chercher le plat Kijun et même 50. Et si on reporte un peu la hauteur de ce range, effectivement, en TP2, ce serait d'aller chercher les 7000 points. Voilà. Mais pour l'instant, les acheteurs se manifestent. Est-ce qu'on a eu... Bon, on n'a pas vraiment eu en 15 minutes un chantier de retournement sur la borne basse du range. Pareil en données horaires. On se stabilise, on est sur des doji, éventuellement un premier marteau, pardon. Voilà, le seul élément que je note sur la borne basse ici, c'est un petit marteau qui s'est formé. Et on est plus sur des doji et de l'hésitation. Bon, dommage qu'on n'ait pas eu un avalement au moins 15 minutes. Attendons de voir la séance à 15h30. Mais malheureusement, je n'observe pas de véritable signal de retournement assez puissant, à part le marteau, mais c'est un peu léger. Bon, pour l'instant, ça tient. Si on revient taper d'ici cet après-midi la borne basse, de nouveau surveiller, un peu comme ici, vous voyez, là on a eu une belle étoile du matin doji. Derrière, ça avait permis de repartir, mais là actuellement, c'est pas le cas. En tout cas, je n'observe pas de changement de retournement sur cette borne basse. Donc, un niveau, en tout cas, toujours à travailler à l'achat sur signal, tant que ce support ne cède pas sous la pression vendeuse. Le DAX. Le DAX, c'est un peu compliqué. D'un côté, il valide son épaule tête épaule. Et de l'autre, j'ai l'impression qu'on va se prendre les pieds dans le tapis en vendant trop tôt.
Là, on est en train de faire une belle mèche basse. Effectivement, si on valide, on a une épaule tête-épaule sur les futurs. Donc, si on valide, actuellement elle est validée, on a un bon niveau à aller chercher. Le comblement du gap ici. Là, on s'est arrêté pile poil sur le niveau des 50 et ça a payé. On a eu l'indice ZOO allemand qui est sorti, plutôt encourageant. Je crois que les opérateurs attendaient 38 ou 34, il est ressorti à 52. Donc c'est une bonne chose, l'indice ZOO du moral des investisseurs. Donc derrière, justement, l'indice allemand a repris de la hauteur suite à cette donnée. Et je me demande s'il n'est pas en train de nous faire un vieux range entre 16 050 et 15 726, 15 730. Et le sentiment que c'est un peu un piège, si vous voulez mon avis. Vous voyez qu'on est quand même en train de remonter. Et est-ce que, comme sur le CAC, il ne serait pas en train de faire un range, voilà, juste ici, un peu plus haut, si on prend la mèche, mais voilà, ça donnerait ça. Je me pose la question actuellement. Pas envie de me prendre les pieds dans le tapis, vendre et au final se faire avoir par le DAX sur mèche et remarquer en fait qu'on a un range comme sur l'indice CAC 40. Et franchement, c'est un peu la même similitude. C'est juste sur les futurs où là, on a enfoncé la zone. On va aller voir tout de suite sur les futurs, mais voilà ce que je note en fait actuellement, c'est potentiellement ce range à venir. Donc 16 050, 15 730, comme sur le CAC. Maintenant, si on bascule sur les futurs, c'est limite. Effectivement, certains me diront oui, il y a l'épaule, tête-épaule. Après, je trouve que la deuxième épaule, comparée à la première, est un peu longue. C'est ça qui me dérange un peu. J'aurais préféré une épaule plus courte. Là, j'ai l'impression que c'est un peu piégeux. Et comme je vous le disais, alors oui, en données 4 heures, on a enfoncé notre zone de polarité, mais on est en train de reprendre un peu de hauteur. Et j'ai peur qu'on tombe dans un range, si vous voulez mon opinion. En tout cas, celles et ceux qui souhaitent vendre ici, pour le moment, pour moi, c'est trop tôt. Il y a une trop forte probabilité qu'on rentre dans un range, mais ce serait d'attendre que la MM50 retombe un peu et qu'on ait un beau signal. Là, si on reste maintenu en échec sous les 15 775, pourquoi pas? Pourquoi pas chercher des ventes sur signal? Et si on break là à l'ouverture à 15h30 les plus hauts du rebond, eh bien abandonnez l'idée d'une épaule tête-épaule. Et partez du principe qu'au contraire, on va plutôt se stabiliser à l'intérieur d'un range comme évoqué sur le cash. Là, vraiment, je suis un peu tiraillé entre cette ETE qu'on a sur le futur qui est validé et ce pseudo-range qu'on est en train de former sur le cash. Donc, vendre là, j'ai l'impression qu'on est quand même en train de faire un rebond. Ici, on a eu un beau marteau avec un avalement derrière. On est sur le rebond. Et comme je vous le disais, j'aimerais au moins changer de retournement sur la zone. Actuellement, ce n'est pas le cas. On a fait le rebond, correction, on tente de repartir. Mais si on break le plus haut du rebond, forcément, on va réintégrer notre zone de polarité et on sera effectivement dans un range. Et donc, à partir des prochains jours, il faudra mettre en place une stratégie de trading range sur l'indice allemand. Le Dow Jones, rien à dire, c'était fermé très rapidement. On va quand même aller voir les futurs. Mais sur le cash, aucun intérêt d'aller sur le cash. Mais pareil, vous voyez qu'on est sur la borne basse de notre range 4 heures. Comme évoqué lundi, ça tient. Donc là, on a fait un creux en pince. On est sur zone. Voilà, donc là, pareil, j'attends l'ouverture américaine à 15h30. On va ouvrir avec un beau gap baissier. On est sur zone. Une nouvelle fois. On est sur un beau niveau. Donc là, je chercherai des ventes pour le coup si on casse cet oblique et qu'on casse la zone. Mais là, on a une
trop belle zone, une très belle zone de polarité, juste ici, couplée avec cette oblique, et est-ce qu'elle converge avec un niveau de Fibo? Et ça, ce serait encore dommage. Dommage. Le niveau des 50 est un peu plus bas. Bon. En tout cas, on est sur une belle zone. Bon. Tant que cette zone tient, des achats sont possibles quand on est dans un range. Si elle cède, effectivement, je passerai vendeur sur l'indice Dow Jones, très clairement, pour aller chercher les prochains niveaux de support. Donc la grosse zone est ici, mais on a bien un niveau intermédiaire vers les 35 100. Maintenant, comme je vous le disais, en données 4 heures, on a un range. Voilà. Pour l'instant, tant que la borne de base du range n'est pas enfoncée, eh bien, pourquoi pas chercher des achats? Notamment si là, après on se fait une belle bougie 4 heures flux, on pourrait former un beau double creux, repartir, viser la borne haute. Donc là, pour moi, on est sur un niveau clé que je surveille. On a fait une belle mèche basse. On pourrait former un petit doji ici. Si derrière, on se fait à 15 heures, on a une belle bougie avec un flux haussier. Donc surveillez, on pourrait former une étoile du matin. L'étoile du matin, borne basse du range. Dans ce cas-là, stop loss sous la zone. Mise à BE si on break ici, on formerait donc derrière un double creux et objectif borne haute. Et en cas de cassure, on verra derrière. Mais là, pour moi, on est sur un niveau de support, donc on ne vend pas les supports, on attend soit la cassure, soit un joli signal de retournement. Là, pour l'instant, en données horaires, il n'y a rien de bien croustillant, très clairement. Donc, encore une fois, patience, j'ai envie de dire, et attendez l'ouverture à 15h30. L'euro-dollar, oui, il est en train de retomber, l'euro-dollar. On fait le pullback. On fait le pullback. À vous de voir. Peut-être que certains ont, comme je vous le disais hier, un TP1 avait été pris par ici. Maintenant, c'est quand même en train de retomber. Et ce qui me dérange, c'est qu'on est en train de réintégrer le canal baissier. Et ça, ce serait vraiment pas bon. Donc, soit vous prenez votre TP1, vous laissez votre stop tel quel, comme je vous le disais, et du coup, votre stop qui était par ici, avec votre TP1, permet de financer le stop loss. En cas de pullback un peu agressif, borne basse du canal, 1,1370 avant éventuellement de repartir. Sinon, mise à BE du stop. Enfin, ouais, donc s'il y avait déjà une mise à BE du stop loss, logiquement, vous êtes fait sortir par le marché ce matin. Donc là, assez neutre, honnêtement, sur l'euro-dollar. Au vu de la belle bougie qu'on a eue mercredi dernier, je m'attendais quand même à un flux haussier qui allait se mettre en place. Vraiment une belle bougie flux directionnel. Et puis derrière, finalement, dès la première résistance, ça bloque et ça retombe. Bon, pas de plan de trading. Si on réintègre le canal baissier et les 1,1370, forcément, je chercherai des ventes. Pour l'heure, je donne encore une chance aux acheteurs. Voilà, je me dis qu'on peut remonter, faire un pullback un peu agressif, venir taper la zone de polarité avant de repartir. Mais plutôt neutre sur l'euro-dollar. La zone de vente, c'est si on repasse sur 1,1370 ou 1,1530. Voilà les niveaux actuellement qui m'intéressent pour vendre. Là, se positionner à l'achat maintenant sur l'euro-dollar, en données 4 heures, bon, on a la MM50. Ok, on a la MM50 qui remonte. On a quand même enfoncé notre petit June. Bon. Un scénario de cassure Tenkan June est toujours possible, mais on se trouve un peu à la croisée des chemins. Donc, si on retombe ici, qu'on a un bel avalement haussier sur MM50, la zone, effectivement, on a notre zone de polarité juste ici, on est pile poil dessus. Si beau chandelier haussier, pourquoi pas de nouveau tenter un achat. Mais pour l'heure, c'est trop tôt et difficile d'affirmer si on est sur un simple pullback et le marché va repartir, ou au contraire,
fausse cassure, réintégration, et on faudra continuer à chercher des ventes. Le GBP USD, c'est la même chose, manque de carburant, lui aussi. Il est en train de retomber, c'est dommage, mais je vais quand même lui laisser sa chance, dans le sens où la dynamique est toujours très belle. On a une belle reprise haussière, et le sentiment qu'on est dans une correction, qu'on est dans un repli au sein d'une reprise haussière. Voilà, pareil, comme pour l'euro-dollar, je veux lui laisser sa chance dans le sens où on est peut-être sur un pullback. Voilà. Donc ici, on a une zone, encore une fois, on a une belle zone de polarité qu'on est venu tester. Là, pour l'instant, on est sur un pullback. Donc, ne rien faire, laissons le marché acquérir par ici. Et on fera le point, voilà, pour savoir si on se repositionne dans le sens du flux, qui est haussier. Par contre, si on réintègre, eh bien, on aura eu un magnifique bull trap, et là, il faudra de nouveau chercher des ventes pour aller chercher 1,3460 et 1,3350. Pour l'heure, simple repli. Voilà. Donc maintenant, j'attends vraiment le pullback. Surveillez la zone. Si vous avez des éléments techniques haussiers, eh bien, retournez dans le sens du flux à l'achat pour aller chercher 1,3680 et 1,38 cette fois. Sinon, si cassure et incursion assez violente, on serait potentiellement sur un bull trap. Et pour l'heure, c'est baissier, on a une belle bougie flux, donc pas de précipitation. Laissez faire l'atterrissage en douceur ici, et on verra derrière un peu comment se positionne si on opte pour une stratégie baissière en cas d'incursion, ou au contraire, une opportunité de se repositionner dans le sens du flux. L'AUD-USD, comme je vous le disais, c'est fragile, c'est extrêmement fragile. Pour moi, on a un énorme signal baissier qui a été validé. Et je vous disais hier, bon, ce serait bien d'avoir un rebond pour essayer de revendre, mais ce setup est vraiment magnifique. Encore une fois, sur les 50%, l'étoile du matin, l'étoile du soir Doji, j'ai du mal à être haussier, bien au contraire. J'ai de nouveau envie de taper sur la tête de l'AUD-USD. Peut-être que certains ont vendu. Dans ce cas-là, le stop loss est au-dessus de la mèche. Pour les autres, je pense que si on casse les 0,7175, on peut tenter une vente avec un stop loss par ici. Voilà. Donc si certains hier ont réussi à attraper, il n'était pas énorme le rebond, hein. J'espérais un peu plus honnêtement, mais si certains ont réussi à avoir sur rebond, tant mieux. Stop loss au-dessus de la mèche, même peut-être même le mettre par ici plus. Sinon, j'attends vraiment la cassure des 0,7175. Voilà, là on est sur support. Si on casse ce niveau, je pense qu'il faudra de nouveau. On a eu le signal en amont, mais là vraiment ce sera confirmé. Et reprise de la dynamique baissière pour aller chercher en TP1 toujours 0,7130 et en TP2 0,7030. Là, on donnait 4 heures. Et comme je vous le disais hier, j'ai le sentiment en fait qu'on a un range et qu'on a eu une. Le range, il est là. Que ça, c'était un bull trap, une fausse cassure par le haut, on a réintégré. Et donc derrière, voilà, il faudrait qu'on casse les plus bas ici. Et ça renforcerait vraiment cette hypothèse de poursuite de la baisse et de rebond technique un peu puissant. Mais on avait quand même pas mal de signaux avec l'avalement baissier une fois ici, le bull trap, l'étoile du soir Doji, pour l'instant qui fonctionne, mais il manque pas grand chose. Il manque vraiment pas grand chose sur cette paire. Voilà, effectivement, on a cette oblique, cette borne basse de canal, et pour moi, si elle casse, ça devrait vraiment déclencher un mouvement directionnel. Surveillez aussi le NZD-USD, c'est le même scénario. Vous voyez, on est sur zone, ça c'est une zone hebdomadaire. Voilà, vous la voyez très bien, on a une magnifique zone de polarité ici, 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 ici. Donc on est sur zone depuis plusieurs semaines.
dans un soi-disant range. Ici, on affine un peu, on se rend compte que voilà, on a un drapeau. On a un drapeau qui est en train de se former. Donc, ça peut être un plan à surveiller en cette semaine. Je ne sais pas s'il va se déclencher ou pas, mais surveiller la cassure. Voilà, tenter des ventes à chaque fois si on remonte au-dessus. Mais là, on a quand même eu une belle bougie baissière. Malheureusement, pas de cassure Tenkan Kijun, mais on a un beau flux baissier, une sorte de consolidation. Et à mon avis, si on arrive à breaker les plus bas ici, une nouvelle fois, et qu'on sorte ce drapeau, on pourrait aller chercher bien plus bas sur le NZD USD. On aura un très beau trade en swing à effectuer. Donc là, c'est une configuration que je surveille actuellement. On est sur zone, en fait, on a la grosse zone, on fait le yo-yo. Il faudrait qu'on break le bas de canal et qu'on clôture en données hebdo sous la zone. Et là, pour le coup, ça nous offrirait une bonne opportunité pour vendre cette paire et aller chercher le niveau de support. Donc, sous surveillance. Le gold, rien à signaler. Toujours en difficulté sous les 1830. La situation reste la même. Range. Et on est en train d'enfoncer la borne basse du range horaire. Donc là, deux doigts de valider un double top. Forcément, la remontée des taux, comme je vous le disais, pénalise la relique barbare. On a notre range 4 heures ici. Donc, les niveaux n'ont pas changé, les niveaux d'intervention sur les zones de support. Peut-être que certains tentent de vendre les 1830, pourquoi pas. Et à l'intérieur de ce range 4 heures, on a le range horaire. Donc là, ce qui me dérange, c'est que hier, notre range horaire, voilà, on est venu le casser. Donc j'aime beaucoup la bougie ici, effectivement. Mais le problème, c'est que j'ai bien peur que ce soit un pullback. Donc pour l'instant, je reste à l'écart sur le gold, car là actuellement, j'ai quand même le scénario d'un double top et un pullback qui est en train de se matérialiser. Bon, si on réintègre, je reverrai ma feuille de route, si on réintègre le range ici. Par contre, si à l'ouverture à 15h30, ça plonge, enfin la baisse se poursuit, donc double top, on reporte l'objectif théorique, et par conséquent, on attendra un retour sur la borne basse du range 4 heures pour chercher des achats, soit 1785, 1795. Voilà le plan sur le gold. Le Brent, c'est juste magnifique. Je vous disais de garder un reliquat quand même très important, notamment si on va chercher un peu les 90 $. On est à deux doigts d'aller chercher ce niveau. Vous pouvez encore remonter votre stop ici, le mettre sous la zone. Rien à dire. Peut-être que certains ont encaissé la totalité, c'est pas interdit. Je vise encore un peu plus haut. Effectivement, je trouve la configuration vraiment belle. On a du flux. Le contexte macroéconomique et le contexte géopolitique plaident vraiment pour une poursuite de la hausse. On est sur zone. Par contre, il y a une zone au-dessus de la tête. Celle-là, je ne suis pas fou, je l'ai quand même bien notée. Mais on est bien parti pour aller la chercher. Vous voyez cette zone de polarité là. Voilà, on a une très belle zone de polarité juste ici. 88,6, 90. Donc là, on a une grosse zone. Ce serait parfait qu'on vienne la tester une première fois. Et comme ça, on voit un peu la réaction du marché. Est-ce qu'il faudra vendre ou pas? Pour l'instant, pas du tout. On est vraiment on empile les bougies vertes. On arrive sur un niveau clé. Effectivement, je pense qu'on pourrait avoir une respiration dans un premier temps avant de repartir. On verra la situation lorsque le marché sera sur ce niveau, mais je vous disais quand même vraiment de garder un reliquat, remonter votre stop pour celles et ceux qui étaient rentrés par ici. Et puis attendons. Pour l'heure, hors de question de vendre le pétrole, c'est trop tôt, ça reste haussier.
On a une zone au-dessus de la tête. Donc vraiment, attendons la réaction du marché sur ce niveau. Là, en données 4 heures, rien à dire. Vraiment, c'est haussier. C'est haussier, les acheteurs gardent la main, on est sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Le but vraiment est d'accompagner ce marché jusqu'à remarquer un début d'essoufflement ou un chandelier de retournement. Et pour l'heure, je ne remarque pas d'éléments indiquant une baisse à venir. Au contraire, on a un marché pétrolier en pleine forme. Si vous voulez prendre votre TP ici, vous avez le droit. Sinon, vous connaissez le niveau. Pour moi, concernant la fin du trade, sur ce petit reliquat, c'est la zone 88-90. Le light. Bon, le light, c'est la même chose, seulement qu'on est passé au-dessus de la zone, pour le coup. On a une très belle zone ici, on est au-dessus de la zone, donc en train d'effectuer le pullback. Mais en données daily, pareil, hein, c'est haussier, on casse des résistances, donc tant qu'on casse des résistances, aucune raison d'être à contre-courant. Hein. Vous voyez, on a une belle dynamique haussière. Même constat que sur le Brent, ça reste haussier, on casse des résistances. Tant que je n'ai pas un puissant chandelier de retournement ou une cassure de support, eh bien, je continue à être haussier et je ne dirais pas à chercher des achats parce qu'on a quand même réalisé une belle ascension. Mais en tout cas, je garde un biais haussier jusqu'à voir et remarquer, comme je vous le disais, un début d'essoufflement de la tendance. Les crypto-monnaies maintenant avec le Bitcoin. Bon, c'est léthargique comme toujours. L'orange. L'orange, l'oblique, la borne haute du canal, bref, un étau. L'étau se resserre, voilà. Voilà ce que je peux dire sur le BTC, c'est que l'étau se resserre, ça manque de flux, ça manque de peps, ça manque de carburant, enfin en tout cas du côté des acheteurs, des volumes qui diminuent, des bougies pas très convaincantes, beaucoup d'hésitation, prisonnier entre deux gros niveaux. Pour l'instant, aucune raison de se précipiter, d'intervenir. Je préfère rater une partie du mouvement et avoir une bougie flux qui confirme vraiment de la force de la part des acheteurs, plutôt que payer à l'aveugle ici, allumer un cierge et en me disant c'est bon, ça va tenir, il y a une oblique qui est à 41 000 et au final on casse et on va chercher l'objectif de la divergence baissière mensuelle. Donc vraiment pas de précipitation sur le BTC, mieux vaut rater une partie du mouvement mais avoir une confirmation que payer un support à l'aveugle en se disant c'est le point bas. Les gens disaient pareil ici, c'est le point bas, c'était pas le point bas, ici c'est le point bas, c'était pas le point bas, et ici on ne sait pas encore. Donc pas de précipitation. Attendons une bougie flux, une reprise haussière. On est sur un très beau niveau de support, ça je le reconnais, effectivement, mais ici au moins on avait des bougies flux. Vous voyez, là on avait un bel avalement haussier, là pareil, un beau redémarrage en double creux, et derrière, boum. Mais on avait des bougies flux. Là, ici, on n'est que sur des doji et pas de volume. Maintenant, pour les traders de range, effectivement, vous avez le droit de trader le range. Là, c'est pas interdit. À vous de voir. Donc, pareil, on a un magnifique range qui est en train de se mettre en place. Laissons le BTC retomber. Ici, un peu comme ici, vous notez un avalement, un marteau, bref, un chandelier 4 heures, et bien, placez votre stop loss sous la zone. Et effectivement, le stop loss est pas cher derrière si ça permet d'aller chercher la borne haute. Et en cas de cassure, on validera donc un double creux. Et là, donc, les personnes en DCA pourraient se dire, tiens, finalement, on a peut-être fait un creux de marché, on a un début de reprise haussière, ça peut être intéressant de commencer à rentrer doucement sur le BTC.
mais pour l'heure, c'est baissier. Le seul niveau qui m'intéresse, c'est les 41 000, notamment un niveau réservé pour les traders de range, car effectivement, on pourrait évoluer dans ce que j'appelle un ping-pong. Pour l'heure, rien à faire, attendre les 41 000, surveiller un chandelier de retournement. Si c'est le cas, entrer en position, stop loss assez serré, pas cher pour viser la bande haute. Sinon, on attendra de voir la réaction des prix sur les 41 000. Car si on enfonce, voilà, je garde vraiment toujours en tête cet objectif de divergence mensuelle, 50%. Mais comme ce niveau ne correspond à rien, enfin, c'est pas un gros niveau clé, je me dis que la probabilité est que le BTC entre dans un range entre 30 000 et 62 000. Donc là, c'est le pivot clé. Mais derrière, si ce niveau ne tient pas et ne permet pas de relancer la dynamique, à mon avis, il y a une forte probabilité qu'on évolue dans un range. L'Ethereum, pareil, finalement, c'est fragile, dans le sens où l'objectif, vous le connaissez, il n'a pas changé, de la divergence, mais où en daily, on est repassé sous le support. Donc, c'est compliqué pour les acheteurs. On a même validé un double sommet. Voilà, joli double top qui est en train de se confirmer. Voilà pourquoi je suis assez prudent sur les crypto-monnaies, toujours, pas de précipitation, vraiment. Ne pensez pas que ce niveau c'est le point bas, il y a des gros niveaux à aller chercher encore, des objectifs mensuels aussi, mais là, double top validé, on repasse sous l'ancienne résistance, donc sous notre niveau de support. Bon, eh bien, pourquoi pas retomber sous les 3000, voire 2875. En tout cas, je ne payerai pas ce marché, très clairement. Là, pour moi, ça reste baissier, il n'y a pas de flux, il n'y a pas de relais derrière. Fausse cassure, on repasse vers on recasse par le bas. Double top 4 heures. Bref, je ne suis pas convaincu de la force acheteuse, très honnêtement, je vous le dis. D'où l'intérêt vraiment de prendre son temps, de ne pas se ruer sur tout et n'importe quoi, et d'attendre en fait les niveaux clés. Voilà, pour moi, les niveaux clés, c'est 2875, l'oblique, ou 2545. Là, on est au milieu de nulle part. Si on doit retomber, eh bien qu'on aille une bonne fois pour toutes chercher notre oblique haussière et la zone à 2875. Et là, pourquoi pas tenter des achats une deuxième fois. On protège rapidement. Si ça casse, et bien très clairement, on atteindra l'objectif théorique de la divergence pour payer. Mais pour l'heure, les vendeurs à court terme gardent la main. Donc, je tenterai uniquement des achats sur des zones clés. Ou sortie de canal par le haut. Mais pour l'instant, ça me paraît assez compliqué. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.